Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Les élections à Madagascar ont-elles été libres et équitables? Dans ce journal, notre enquête sur les allégations d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle. Lancement des 100 jours de deuil national au Rwanda en souvenir du génocide de 1994. Le pays se souvient de la page la plus sombre de son histoire. Et nous irons au Sénégal où les enfants ont de plus en plus de mal à respirer à cause de la pollution de l'air. Une enquête de la BBC a révélé qu'à Madagascar, au moins 6 candidats ont reçu de l'argent de la Russie. Les transactions ont lieu avant l'élection présidentielle de l'an dernier. La présence de stratèges politiques russes étroitement liés au Kremlin a soulevé des questions quant à savoir si la démocratie dans l'ancienne colonie française est compromise. Ces hommes proches du Kremlin se sont fait passer pour des touristes dans le but présumé de jouer un rôle indirect dans ce scrutin très disputé. Reportage réalisé par Gaël Borgia depuis Antananarive et raconté par Myriam Lawari. Madagascar, la grande île. Le pays a récemment organisé l'une de ses élections présidentielles les plus serrées. À l'issue du scrutin, ce riche homme d'affaires, Andry Rajoelina, a été proclamé vainqueur. Mais la Russie aurait-elle tiré les ficelles lors du scrutin, comme l'indiquent de nombreux indices? La BBC s'est penchée sur des allégations selon lesquelles Moscou a joué un rôle trouble lors des élections. Les émissaires russes auraient remis de l'argent à au moins 6 candidats. Il s'agit d'une opération systématique et coordonnée menée par une dizaine de ressortissants russes qui s'étaient établis sur l'île. Parmi ceux qui ont été ciblés par les Russes, cet homme, le pasteur Méhol. Il était l'un des candidats les plus influents. En marge des meetings de campagne, on pouvait apercevoir ici 3 des visiteurs russes. Il s'agit d'Andriy Kramar, très introduit dans les milieux politiques, Roman Postniakov, homme d'affaires, et Vladimir Boyarechkev, bien connu dans les circuits diamantaires. C'est paiement en cash comme ça. Donc ils sont venus dans votre bureau avec une valise avec des millions d'ariars. Oui, comme ça. Donc en tout, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui. Le don de ces billets n'était pas un acte désintéressé. Non, ce qu'il m'a proposé, c'est que on va faire un document pour une signature. Vous êtes 8 ou 9 candidats que nous, les Russes, nous a soutenus. Donc si l'un de vous arrive en premier, vous tous, vous allez soutenir cet candidat. Une manifestation devant l'ambassade de France. Et en marge de la foule, l'un des émissaires russes. Anja, directrice de campagne de l'un des candidats, nous l'identifie ici sur cette photo. Maxime, dit-elle, est son nom. Anja également fait sous-entendre qu'il y avait une main cachée de la Russie derrière certaines candidatures lors de la présidentielle. Elle témoigne que Maxime, un gourou des relations publiques en Russie, dispensait de l'aide financière lors de la campagne. Il me semble qu'ils avaient décidé de notre rôle et nous devions simplement nous exécuter. J'avais l'impression que nous étions de simples fournisseurs de services plutôt qu'une vraie équipe de campagne. La BBC a contacté Maxime, mais il a décliné d'exercer son droit de réponse. On ne sait pas qui était derrière cette apparente opération d'ingérence à Madagascar, un pays où la législation sur le financement des élections est quasi inexistante. Toutefois, selon certaines informations non confirmées, cet homme, Evgeny Prigozhin, est le bras financier de plusieurs équipes de techniciens russes dans plusieurs pays d'Afrique. Prigozhin est un proche du président Poutine. Il a été inculpé aux États-Unis pour son rôle présumé dans la manipulation de la présidentielle de 2016. Il clame son innocence. Andry Rajoelina, sorti vainqueur du scrutin, a prêté serment.
Il nie avoir jamais été un pion des Russes. Alors, il y a des informations qui disent que vous êtes le candidat des Russes ? Je ne suis pas candidat d'un pays, je suis candidat de tout le monde, je suis le candidat du peuple malagasy. Êtes-vous soutenu par les Russes ? D'autres élections sont prévues en Afrique cette année. Et la question se pose de savoir si la main cachée de la Russie se manifestera encore à ces occasions. Le Rwanda est redevenu une famille, c'est ce qu'a déclaré le président Paul Kagame. C'était lors d'une cérémonie marquant le lancement des commémorations du génocide de 1994. Il y a 25 ans, en l'espace de 3 mois, les tueries ont coûté la vie à au moins 800 000 personnes selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Cette semaine, le pays vivra au rythme d'activités consacrées à la mémoire du génocide et un deuil de 100 jours. Paul Kagame a rendu hommage aux victimes aux côtés de son épouse Jeannette, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. In 1994, there was no hope. En 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière irradie de cet endroit. Comment alors cela est-il arrivé ? Eh bien, le Rwanda est redevenu une famille. Rwanda became a family once again. Le reste de l'actu de ce lundi 8 avril, en bref et en images. La tension monte à Khartoum, la capitale soudanaise. Des éléments de l'armée ont pris des mesures pour protéger les manifestants après que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour démanteler un sit-in. Les manifestants exigent la démission du président Omar el-Béchir. Jusqu'à présent, il a refusé les demandes visant à mettre en place un gouvernement de transition. Au moins 35 personnes tuées en Libye depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar vers Tripoli. Haftar et ses hommes s'opposent aux forces du gouvernement d'union nationale installé dans la capitale et dirigé par Fayez al-Sarraj. On compte près de 3000 déplacés. La communauté internationale qui soutient le gouvernement d'union a lancé des appels au calme. Le président ougandais Yoweri Museveni a assuré aux visiteurs étrangers que son pays est en sécurité, et ceci peu après la libération d'une touriste américaine enlevée la semaine dernière. Kimberly Sio-Endicott et son guide local avaient été enlevés mardi dans le parc national Queen Elizabeth et emmenés en RDC. Et puis Carlos Ghosn et Nissan, c'est définitivement terminé. Déjà démis de ses fonctions de président, les actionnaires de la marque japonaise l'ont aussi démis de ses fonctions d'administrateur, rompant ainsi ses derniers liens avec l'entreprise. Carlos Ghosn est toujours en prison pour de multiples chefs d'accusation des conduites financières. Il clame son innocence. À la une aussi, les conducteurs de véhicules vieux et polluants doivent désormais s'acquitter d'une nouvelle taxe s'ils veulent rouler dans le centre de Londres. Depuis ce lundi, une zone à ultra basse émission est entrée en vigueur. Cette mesure pourrait-elle être reproduite en Afrique? Car en Afrique de l'Ouest, les carburants peuvent contenir jusqu'à 300 fois plus de substances toxiques qu'en Europe, ce qui signifie que la pollution de l'air augmente rapidement et affecte ceux qui sont vulnérables. Louise de Wast, notre correspondante au Sénégal, s'est rendue dans les hôpitaux où de plus en plus d'enfants souffrent de problèmes respiratoires. Taï, 2 ans, est asthmatique. Ces crises sont parfois provoquées par la pollution de l'air. À côté d'elle, Mohamed, 9 ans, souffre aussi d'asthme. Mohamed et sa maman sont venus voir le professeur Idrissa Ba, un des rares spécialistes ici en maladies respiratoires. C'est un calvaire parce que moi, ça me fait peur. Ça fait peur quand je vois mon fils en train de faire des soupirs, des siffles. Le docteur Ba travaille à l'hôpital Albert Royer depuis 15 ans. Pour lui, la situation s'empire. On se rend compte que tous les jours, nous sommes sollicités. Tous les jours, nous avons plus de cas de patients. Tous les jours, nous avons des cas de crise d'asthme. En moins, nous avons 5 jusqu'à 6. Donc, vous voyez, alors qu'avant, c'était pas ça. Donc ça, quand même, on voit qu'au niveau de nos statistiques, quand même, les chiffres ont beaucoup grimpé. Et ça, je pense que c'est plus lié à l'effet de la qualité de l'air qui est mauvaise. Et il a raison. Plusieurs fois par an, Dakar est recouverte de poussière. C'est de la pollution dite naturelle, mais qui rend le niveau de particules fines 7 fois plus élevé que la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi les fumées nocives des voitures et des industries.
Selon les scientifiques, dans un pays comme le Sénégal, la pollution de l'air est la cause de plus de la moitié des cas d'infections respiratoires aiguës chez les moins de 5 ans. Un des problèmes ici, c'est que les voitures sont souvent anciennes et d'occasion, et donc elles polluent plus. Ce taxi, par exemple, a 37 ans. Un autre problème, c'est que l'essence et le diesel importé et utilisé ici au Sénégal contient un niveau de soufre beaucoup plus élevé qu'en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Et donc, il y a plus d'émissions de gaz considérées comme toxiques. Les autorités tentent de trouver des solutions. Elles ont limité les licences de taxi afin de pouvoir réduire le nombre de vieilles voitures. Et des discussions sont en cours pour diminuer le niveau de soufre dans l'air d'ici la fin de l'année. Le Sénégal est un des rares pays du continent ayant un centre de suivi de qualité de l'air qui publie des données chaque jour. Mais ce travail important n'a pas encore entraîné de changement. Pour le moment, les enfants continuent d'être particulièrement vulnérables à l'air qu'ils respirent. Louise de Wast, BBC Afrique, Dakar. On ouvre cette page sportive avec le football et la Première Ligue, car les Blues de Chelsea ont l'opportunité ce soir face à West Ham de monter sur le podium, profitant de la défaite des Gunners d'Arsenal sur la pelouse d'Everton. Un but du vétéran Phil Jagielka en début de match a suffi au office d'Idrissa Gueye pour faire plier les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang et Mesut Ozil. En France, le PSG aurait pu être sacré champion hier soir, mais a finalement concédé le nul sur sa pelouse face à Strasbourg. Auteur d'un but, le Camerounais Eric-Maxime Choupo-Moting a également été à l'origine de ce que certains ont appelé le pire raté de l'histoire du football. Alors que le ballon piqué de son coéquipier Christopher Nkunku prenait le chemin des filets, Choupo a voulu le pousser au fond, mais pris d'une peur d'être hors-jeu, il enlève son pied au dernier moment, touchant toutefois le ballon sous la ligne. Un vrai geste de défenseur, dommage, ce n'était pas le moment. Écoutez son coach Thomas Tuchel, il préfère en rire. Confiance, et il manque un peu de confiance, c'est clair, mais aujourd'hui c'était c'est unglücklich. Très malheureux parce qu'il a commencé bien, il a fait un bon but et après il arrête cette ballon sur la ligne. Parce que c'était le 2-1 pour nous et oui, il a fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est, oui. I don't know, in English you say it's Murphy's Law, hein? Like, la loi de Murphy. La loi de Murphy. Et un mot de basket pour terminer avec une nouvelle performance de haut vol pour un autre Camerounais, Joel Embiid. Cette fois-ci, omniprésent, le pivot de Philadelphie a compilé 20 points, 5 passes et 10 rebonds dans la victoire face aux Chicago Bulls, 116-96. Embiid détient d'ailleurs cette saison le record de match de NBA à plus de 20 points et 10 rebonds. Et autre statistique impressionnante, il n'a eu besoin que de 28 minutes pour y arriver sur le parquet des Bulls. Et pour terminer, Amsterdam-Sydney en voiture électrique, un voyage de 3 ans pour promouvoir la mobilité propre. Pour parvenir à son but, un Néerlandais a transformé sa voiture thermique en électrique. Après avoir quitté Amsterdam à l'autre bout du monde, le Blue Bandit, c'est son nom, a traversé 33 pays et parcouru plus de 95 000 km. C'est le voyage le plus long en voiture électrique et c'est aussi le double de la circonférence de la Terre. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes d'actualité qui vous préoccupent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment depuis le Cameroun sur Canal 2. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain.